Bonjour, bonjour. Le thème dont nous allons traiter aujourd'hui, je suis quasiment sûr que vous n'en avez jamais entendu parler. Pourquoi? Parce que c'est une victoire, un succès indéniable de la révolution bolivarienne au Venezuela. Donc c'est pour ça aussi qu'on n'en entend jamais parler dans les médias. Aujourd'hui, on va parler de la politique publique de logement au Venezuela. Donc, un thème très vaste puisque, du coup, on va parler de l'intégration des différents quartiers dans la ville, on va parler d'urbanisme, on va parler d'accès à un logement, on va parler du droit au logement. Et alors, pour ça, on est avec quelqu'un d'exceptionnel, on est avec un grand ami, grand compagnon. Nous sommes avec Jean-François Parent. Alors, Jean-François Parent est français, il est architecte. C'est le responsable du laboratoire international pour l'habitat populaire. Et le laboratoire international pour l'habitat populaire a ouvert des bureaux à Caracas pour l'Amérique latine. Donc, Jean-François Parent connaît très très bien les politiques publiques du logement au Venezuela et c'est un honneur pour nous de l'avoir ici avec nous. Jean-François, comment ça va? Bonjour à tous, ça va très bien, merci. Moi, je suis très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous et avec les gens qui vont nous écouter, nous regarder. Donc, c'est moi qui suis honoré de pouvoir répondre à tes questions, en tous les cas. Super. Eh bien, écoute, on va commencer. Jusqu'en 2006, la préoccupation principale des Vénézuéliens, donc selon les instituts de sondage, n'était pas l'insécurité interpersonnelle, c'est venu après, et notamment par son utilisation politique comme critique venant de l'opposition, mais la première préoccupation jusqu'en 2006, c'était le logement. Et je crois qu'il faut dire ce qui est, le gouvernement révolutionnaire au Venezuela a un peu tardé à émettre une réponse d'ampleur par rapport à cette crainte, par rapport à cette demande. Est-ce que tu peux, Jean-François, nous décrire l'évolution des politiques publiques en matière de logement au Venezuela? Oui. Oui, je crois que c'est important que cette introduction que tu as faite. Moi, je crois qu'il faut recontextualiser. C'est extrêmement important. On est en Amérique latine, il faudrait comparer avec les politiques nationales dans différents pays, des grands pays comme le Mexique, le Brésil, pour avoir des éléments de comparaison, mais il faut recontextualiser dans ce qu'est le Venezuela avant 2006 et, je dirais, à partir de 98. Le Venezuela, tout le monde le sait, c'est un pays pétrolier, mais c'est un pays pétrolier qui a eu des incidences sur la manière de vivre des gens. Les Vénézuéliens ont très vite été amenés à vivre en ville. Hein. C'est le pays qui est le plus urbanisé de toute l'Amérique latine, c'est-à-dire que plus de 85% de la population vit en ville, et c'est aussi une ville, un territoire qui produit de la ségrégation spatiale. La ville est très ségrégative. Hein. Mais ce qui est important aussi, c'est de dire qu'avec l'industrie du pétrole, on a entier d'autres industries à l'abandon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appareil de production de logement suffisamment fort en début du XXIe siècle au Venezuela pour répondre à une demande qui est phénoménale, qu'il faudrait plus de 200 000 logements par an. L'appareil de production au début du siècle, c'est à peine capable de produire 70 000 logements par an. Donc il faut recontextualiser. Et ça, le gouvernement, le veuille ou non, constituer un appareil de production, c'est extrêmement difficile et ça prend du temps, surtout quand on en a perdu l'habitude. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est recontextualiser, c'est aussi que le gouvernement Chavez s'est orienté dès le départ vers l'organisation de missions, la mission sucre, la mission santé, la mission éducation, toutes ces missions pour pouvoir répondre à la dette qu'avait l'État vis-à-vis des conditions de vie des populations. Et toutes les tentatives qui ont été faites de ce type d'éléments pour répondre au phénomène de mal logés n'ont pas été satisfaisants jusqu'en 2006 parce qu'il n'y avait pas les outils qui permettent de répondre à ça. Donc je dirais ça de manière un peu schématique, hein, mais c'est ça qui importe, à la fois des missions et à la fois un appareil de inexistant. Voilà. D'accord. Alors, comment
ça s'est transformé, on va dire, après des éboulements qui ont fait plusieurs morts et surtout qui ont fait plusieurs damnifiés, donc qui ont perdu leur maison. Le gouvernement bolivarien, donc Hugo Chavez à l'époque, prend le problème à bras le corps et crée la grande mission Vivienda Venezuela. Donc en quoi consiste cette grande mission d'habitat public? Je crois qu'il faut bien reprendre. Fin 2010, il y a un phénomène qu'on retrouve sur toute l'Amérique latine et qui a été une catastrophe aussi en Colombie, en Amérique centrale. Il y a le phénomène d'El Niño. Le phénomène d'El Niño, c'est 2010 des sécheresses importantes et fin 2010 des pluies diluviennes, qui fait que toutes les zones construites de manière précaire, parce que sans outils, sans technique, etc., deviennent des zones à très haut risque. Et c'est ce qui se passe dans la région de Caracas, où il y a des centaines de familles qui se retrouvent, pour certaines mortes, pour d'autres sans logement, etc., du fait de ces pluies diluviennes. Face à ça, le gouvernement décide de prendre à bras-le-corps la situation. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver une solution. Et moi, il faut noter que les responsables politiques se sont mis face aux problèmes, mais face physiquement, c'est-à-dire qu'ils sont allés au-devant des problèmes, et c'est là où le gouvernement, sous l'impulsion de Chavez, décide de créer la grande mission Vivienda. Il y avait des missions, il n'y avait pas de grande mission. Le principe de la grande mission, c'est de réorganiser tout l'appareil d'État pour répondre à cette urgence. C'est vraiment quelque chose de nouveau dans le dispositif d'État, c'est de dire il n'y a pas un ministère du logement qui a charge de répondre aux problèmes, c'est l'ensemble de l'État qui doit se mettre face à ce problème-là et qui doit résoudre avec différentes étapes, et c'est la construction, la dynamique de la grande mission Vivienda. Répondre à une urgence, c'est-à-dire reloger immédiatement toutes les populations, et progressivement répondre à la dette. Donc, c'est mesurer quels sont les besoins, parce qu'aucune statistique n'avait été faite pour savoir, mais combien de Vénézuéliens ont besoin d'un logement pour vivre correctement. Et apparaît à ce moment-là l'objectif de 3 millions de logements. On est dans un pays de 32 millions d'habitants, 3 millions de logements, c'est phénoménal. Si vous mettez 4 personnes par 3, ça fait 12 millions de personnes qui vont se retrouver un tiers de la population. Et ça, avec un objectif clair, c'est en 8 ans, on doit réaliser ça. Donc pour ça, il faut se mettre à travailler pour répondre à l'urgence, répondre aux objectifs, à la dette, mais aussi pour constituer un appareil industriel, parce qu'il n'y a pas d'appareil industriel. Et d'où l'importance pour la grande mission Vivienda de s'associer avec les organisations populaires pour pouvoir répondre à cette exigence collective, sinon ça ne peut pas marcher. Et c'est toute, je crois, toute l'importance et toute la force de la grande mission Vivienda, c'est d'avoir su, à partir d'une situation de crise, une crise naturelle, mais donc une crise sociale à un moment donné, avoir su introduire un dispositif qui génère une économie aussi dans le national. Donc voilà. Donc la grande mission Vivienda, c'est un objectif de 3 millions de logements en 8 ans. 2011, 2019 et à la fin de 2019, effectivement, malgré le contexte, la grande mission est arrivée à 3 millions de logements. 3 millions de logements, c'est énorme. Alors, en plus, les organisations populaires ont travaillé à l'édification de ces logements. Il y a eu aussi des entreprises internationales, notamment les Chinois, les Turcs, des entreprises chinoises, des entreprises turques qui ont participé à l'édification de grands complexes urbanistiques. Il y a eu aussi des entreprises nationales, privées, qui ont participé à ça. Donc, c'est vraiment… et je crois que c'est quelque chose d'indéniable parce que peu importe les architectures qu'ont ces bâtiments, on les voit quand on arrive à Caracas, quand on arrive à l'aéroport, on surplombe l'aéroport de Maiquetía, et si vous êtes sur le hublot gauche, on voit à peu près, je crois que c'est 1000 logements construits par les Turcs d'ailleurs sur votre gauche. Enfin, je veux dire, ça se voit quoi. Moi, je crois qu'il faut avoir à l'esprit que la grande mission Vivienda, ça n'a pas été un temps, c'est-à-dire satisfaire un besoin quantitatif.
ça a été d'essayer aussi de transcender, de dépasser la contradiction qu'on retrouve souvent chez nous entre quantité et qualité. Et moi, je dirais que progressivement, la grande mission Vivienda, elle a été répondre à l'urgence, elle a été loger la dette, elle a été ensuite lutter contre la spéculation immobilière, parce que c'était clé, ça. Pour pouvoir construire 3 millions de logements, il faut pouvoir disposer de fonciers qui te permettent de construire, de disposer de terrain, en ville et à l'extérieur de la ville. Donc ça, c'est important. Quatrième point, je crois que ça a permis aussi d'engager un débat national sur de quelle ville veut-on, dans quelle ville veut-on habiter. À savoir, est-ce qu'on vit, quand on est les classes populaires, on vit en marge d'une ville où il y aurait tous les services, ou est-ce qu'on fait partie de la ville? Et je crois même que plus loin, cette grande mission Vivienda, elle a imposé l'option pour tous de penser le droit à la ville, le droit à disposer de ce que la ville offre comme outil d'émancipation. Et ça, je crois que c'est clé de la grande mission Vivienda. Ça n'est pas que de la quantité, mais c'est aussi cette dimension politique qui s'invite. La grande mission Vivienda sert à transformer la ville. Et plus loin que ça, aujourd'hui, je crois qu'elle permet de dire aussi, de penser plus largement le droit à habiter. C'est-à-dire que la grande mission Vivienda, elle a quitté aussi la ville pour aller sur l'ensemble du territoire, pour commencer à réfléchir à comment on peut habiter aussi la campagne. Tu vois? Et donc, c'est une remise en cause fondamentale de cette séparation qu'il y a entre, d'un côté, la ville, d'un côté, la campagne. Donc, on voit bien que c'est un outil de promotion de la pensée urbaine, mais qui est partagé par tous, parce qu'autrement, ça ne fonctionne pas. Donc ça, je crois que c'est important. Et donc, à partir d'1 million de logements, cette question a commencé à se poser. Pourquoi je dis 1 million de logements? C'est important parce que pour lancer une telle politique, comme tu l'as souligné, il faut faire, quand on a pas de production, il faut faire appel à des gens qui peuvent vous aider. Le secteur privé a aidé, mais dans la capacité limitée qu'il avait, c'est-à-dire 50, 60 000 logements, avec la volonté ou non aussi de participer. Et puis, des pays amis, des pays qui ont participé à la construction de ce premier million de logements, les Portugais, les Biélorusses, il y a les Mexicains, les Espagnols, etc. Il y a toute une série de pays qui sont venus aider. Mais tu ne changeais pas encore le modèle de production, puisque c'est comme si tu achetais du logement. Et troisième élément qui paraît fondamental, c'est l'intervention populaire dans la production du logement, c'est-à-dire de générer une économie populaire sur la question du logement. Et c'est ça qui est en train de se mettre en place à partir du million de logements. Donc, je crois qu'il faut le souligner. C'est important. Oui, mais justement, et alors, on va en parler sous deux aspects. Est-ce que tu peux nous citer justement des exemples où ce sont les gens qui se sont organisés en coopérative pour justement construire leur propre logement, d'une part, non, parce que ça, c'est des exemples qui existent au Venezuela. Et puis, il y a une autre mission que moi, je trouve phénoménale, que j'adore, qui est la mission Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, où en fait, l'État, directement avec les secteurs populaires, vont donner un coup de pouce pour finir des habitats que les gens avaient déjà commencé ou que les gens ont déjà construits. Donc, est-ce que tu peux nous parler là directement du rôle de l'implication des secteurs populaires dans l'édification de leur propre logement? Alors, la grande mission Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, c'est une mission fondamentale. Si je rappelais que le Venezuela est un pays très urbanisé, et ce pays très urbanisé, il est urbanisé en autoconstruction. C'est-à-dire que tous les Vénézuéliens ont construit leur maison. Je dirais même que les classes populaires, elles sont venues en ville pour construire la ville officielle, celle qu'on voit, celle avec ses tours, avec ses immeubles publics, etc. Et elle s'est mise à habiter en périphérie, en autoconstruisant sa maison. Cet ensemble-là est parfois fait avec des défauts techniques, etc. Donc, mais c'est la grande majorité de la population. La grande mission Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, c'était de dire comment on rentre, nous, puissance publique, dans ces quartiers-là pour faire en sorte que les problèmes qui existent, on les traite et on essaye de les résoudre sans avoir à avoir une politique radicale de faire tomber, ce qui est impossible au Venezuela puisque la grande majorité des gens vivent dans ces quartiers-là. Donc comment est-ce qu'on transforme? Donc la grande mission Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, elle s'est surtout intéressée à toute
les problèmes d'infrastructure, les problèmes de toit, d'isolement, de promiscuité, etc. Et ça, c'est impossible à faire si tu es technicien de l'extérieur. Il n'y a que les populations, les habitants qui sont à même de dire les problèmes, de voir où ils sont, de les résoudre et de les transformer. Et là, la grande mission Barrio Nuevo, Barrio Tricolore, sa grande qualité de mon point de vue, c'est d'avoir apporté non seulement les matériaux aux personnes quand elles en avaient besoin, mais les éléments de technique qui permettent à certains de passer d'un habitat, enfin, de quelque chose d'assez précaire, vers des logements, de vrais logements, qui sont des logements avec la complexité, mais de se mettre à habiter. Et ça, je crois que c'est vraiment c'est le deuxième grand outil d'urbanisation de l'État vénézuélien, mais qui est celui-ci pratiquement entièrement au service de la population. Donc c'est la population organisée qui en est le maître, tu vois. Et ça, c'est important. Après, d'autres de construction neuve dans les quartiers ou en dehors de ces quartiers-là, de coopératives, mais aussi d'organisations politiques ou d'associations qui décident en commun, ça peut être à l'échelle d'une commune, d'un conseil communal, de construire ce qui leur semble être leur habitat. Et ça, je crois que c'est tout à fait intéressant parce que moi, les expériences qu'on a vécues au Venezuela, à Caracas, mais en dehors de Caracas aussi, c'est qu'à chaque fois que se pose cette question-là, il y a deux grandes questions qui arrivent immédiatement. C'est la question politique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est du point de vue politique que la ville dans laquelle on veut habiter et en quoi ce qu'on va faire va participer de cette transformation. Et donc ça t'invite et ça invite tous les gens à réfléchir à leur mode d'habiter. Et moi, je peux vous dire qu'il y a 3 mois, j'étais à Caracas et on a visité un ensemble de logements en train de se construire et qui est majoritairement autoconstruit par des femmes. Et c'était extrêmement intéressant de voir comment elles avaient conçu l'immeuble, non pas les logements, mais l'immeuble, pour que la vie sociale et la vie collective soient renforcées à travers l'architecture de l'immeuble. Et ça, pour les architectes comme nous, c'était une vraie leçon. L'organisation des patios, limiter les coursives pour que les gens soient obligés de se retrouver dans les patios, c'était une inventivité formelle. Je crois que ce qui est en train de se passer avec ces dispositifs d'autoconstruction, mais encadrés, c'est-à-dire avec de la technique, avec des matériaux de qualité, etc., c'est une expérience pour les architectes qui sont d'extérieur pour voir ce phénomène est assez remarquable. Oui, parce qu'on se dit finalement des mesures d'urgence, il y en a eu en France aussi, et comment faire pour que… Parce qu'il faut quand même que les gens qui nous écoutent là se rendent compte, c'est à peu près 25% des Vénézuéliens qui vivent dans des logements sociaux ou qui vivent dans des logements où l'État a contribué à construire ou à renforcer. Lorsqu'on parle de la grande mission Vivienda Venezuela, les gens arrivent dans des logements meublés. Tout est meublé. Il y a les lits, le frigo, une télé, des tables, des chaises. C'est-à-dire vraiment, on donne la clé en main pour pouvoir vivre. Alors, comment faire pour que… Alors, dans le cas de la grande mission Vivienda Venezuela, les barres d'immeubles ne deviennent pas des ensembles urbains abandonnés. Finalement, comment s'intègrent ces immeubles, cette nouvelle ville dans la ville, comment s'intègre-t-elle à la ville formelle qui existe déjà? Alors, il y a deux situations, me semble-t-il. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y a deux typologies. Il y a le fait de construire dans la ville existante, dans la ville formelle. Et là, c'est tout un travail, je dirais, aussi sophistiqué que dans nos villes, chez nous. C'est-à-dire comment le logement, comment l'habitat s'intègre dans un tissu urbain préexistant. Et là-dessus, moi je citerai la Fondation Caracas qui a fait un très très gros travail d'acupuncture dans la ville, mais avec un objectif très clair, c'est de faire en sorte qu'il y ait un logement accessible à tous. Hein, et c'est vraiment ce que nous, on a appelé après-guerre le logement social. Le logement social, ce n'était pas le logement des pauvres, c'était plutôt le HLM, habitat à loyer modéré, c'était rendre accessible à tous un lieu pour pouvoir vivre de qualité.
Et c'est ce qui est en train de se passer dans les villes. Dans les zones où on est plus dans la construction de quelque chose de nouveau, je voudrais d'abord rappeler qu'une ville, ça ne se fait pas en 2 ans. Une ville, ça prend du temps pour sédimenter, etc. Et donc une ville, c'est aussi toutes les relations sociales qu'on y implique, qu'on y met, c'est le travail, c'est le loisir, etc. Et aujourd'hui, la grande mission Vivienda, c'est ça qu'elle est en train de commencer à produire. Elle a produit pour répondre à une nécessité, et maintenant elle travaille toute la chair qui permet de faire ville dans une zone qui n'était pas forcément ville au départ. Mais je crois que ce qui est important de souligner, c'est qu'au Venezuela, on essaye même de dépasser ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en travaillant sur cette question de qu'est-ce que c'est qu'habiter, on essaye de transcender l'idée de la ville telle qu'on la connaît. Tu vois, il y a aussi l'idée que, eh ben, peut-être qu'il y a inventé un mode d'habiter qu'on ne maîtrise pas encore aujourd'hui. Et il y a plein de formes, à partir de logements, de formes qui essayent de se construire et où les conseils communaux, où les communes sont souveraines. C'est-à-dire que c'est elles qui arrivent avec cette idée de chercher comment on va se mettre à habiter quand on habite à la campagne, quand on habite dans une relation ville-campagne différente. Et pour moi, c'est vraiment il y a un phénomène d'expérimentation sociale et politique sur la question de la ville et qui, à mon avis, va faire disparaître l'idée de ville parce qu'elle dépasse ce thème-là. Oui, alors là, pour rappeler un peu aussi à ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire que là, le modèle de la ville, c'est-à-dire l'implication de l'État dans la construction de logements, rentre en imbrication avec le modèle politique de la révolution bolivarienne et notamment les conseils communaux et les communes. Les conseils communaux, c'est l'auto-organisation populaire au sein d'un quartier où toutes les décisions qui concernent la vie publique, la vie commune, est prise en assemblée générale. Et la commune, c'est une agrégation de conseils communaux, mais autour d'un projet productif. Alors, je schématise un petit peu, mais et je ne vais pas voler la parole à Jean-François. Donc là, on voit comment, finalement, le modèle politique profond, dont on ne vous parle jamais, d'ailleurs, au passage, de la révolution bolivarienne, rentre en imbrication avec la construction, dans les faits, d'une nouvelle ville, avec la construction de logements pour le peuple. Là, je crois que c'est quelque chose, effectivement, qu'on ne doit pas trouver dans beaucoup de pays aujourd'hui actuellement. Tu disais qu'on n'en parle pas beaucoup à l'extérieur, mais ça me semble évident parce que d'abord, il y a une paresse de la part de ceux qui voient et qui ne veulent pas transmettre parce que c'est un peu embêtant de dire regardez ce qu'ils sont en train de faire. Mais moi, je crois que ce qui est fondamental, c'est que la grande mission Vivienda, c'est un outil technique, c'est un outil administratif, mais c'est aussi un outil politique et un outil social. C'est-à-dire qu'il est en train d'essayer de construire de la ville, de construire des relations sociales, de construire du travail au travers le fait de faire du logement et qui dépasse le simple fait de faire du logement, c'est faire de l'habiter. Et ce qu'il faut voir dans ce phénomène-là, c'est un outil qui est aussi l'outil politique qui permet l'émergence de ce à quoi aspire la société vénézuélienne, c'est-à-dire l'État communal que tu viens de citer, les conseils communaux, la commune qui commence à apparaître, et la strate au-dessus, c'est la ville communale. C'est-à-dire que c'est une nouvelle forme d'organisation politique, sociale, qu'on appelle ville, ciudad, communale, et qui est en train d'apparaître, qui n'existe pas, et qui est en train de s'expérimenter actuellement grâce à ces outils que sont la grande mission Vivienda, la grande mission Barrio Nuevo, Barrio Tricolore, et d'autres missions qui viennent s'agréger à ça pour produire ça, mais avec comme outil fondamental le conseil communal et la commune agrégation de conseils communaux, pour produire et pour générer en même temps cette économie communale qui est l'économie alternative à l'économie qui s'impose, l'économie dominante, l'économie néolibérale. Oui, alors évidemment, là on pourrait encore passer des heures, il y a tellement de choses à dire. Je voudrais juste signaler que, à la différence du français, ville en espagnol c'est ciudad, et donc c'est la base de ciudadano, citoyen. Citoyen et ville, c'est la même racine en espagnol. Et donc là, dans ce que nous dit Jean-François, on voit bien que ça prend toute son ampleur. Jean-François, c'est génial. Je pense qu'on pourrait parler 2 ou 3 heures avec toi. Donc, je pense que tu reviendras. On te refera une petite interview, non peut-être d'ailleurs au Venezuela, quand on se rencontre là-haut. C'est toujours du bon temps passé.
Écoute, je crois qu'il faut aussi dire que les politiques publiques de logement au Venezuela, tout ce foisonnement d'idées autour de la construction de la ville est évidemment menacé par le blocus criminel contre le Venezuela, d'une part, et puis menacé par l'opposition radicale. Ce n'est pas anodin que lorsque l'opposition a gagné les élections parlementaires, la première chose qu'ils ont voulu faire, c'est de privatiser les logements de la mission Vivienda, les logements qui avaient été donc donnés aux personnes, mais dont elles ne sont pas propriétaires. Donc l'idée de la droite, c'était immédiatement de leur donner des titres de propriété pour qu'ils puissent les vendre et ainsi renforcer le secteur de la spéculation immobilière. Donc la mission Vivienda est sous la menace de beaucoup de facteurs. On en parlera une prochaine fois à Jean-François parce que je vois qu'il trépigne pour intervenir là-dessus. Jean-François, on te laisse le mot de la fin et puis on te réinvitera certainement, c'est sûr et certain. Oui, juste pour aller dans le sens de ce que tu viens de dire et quant à le danger que représente la grande mission Vivienda, je rappellerai que Elliot Abrams, quand il est intervenu, l'envoyé spécial, le chargé pour l'Amérique latine aux États-Unis, devant le Venezuela. Oui, pour le Venezuela, il a dit très clairement comment peut-on accepter que dans un pays d'Amérique latine, on construise 3 millions de logements sans que nos entreprises soient celles qui les construisent. C'est très clair, ça dit tout. Voilà. Donc je ne voudrais pas conclure là-dessus parce que c'est une conclusion qui est désagréable, mais ce que je veux dire, moi, c'est que évidemment, le blocus génère des difficultés importantes pour poursuivre cette dynamique, mais la grande mission Vivienda s'est donnée comme nouveaux objectifs, puisqu'elle a atteint les 3 millions, de se donner comme objectif d'aller à 5 millions de logements dans les 5 ans qui viennent. C'est phénoménal. Et ce sont 5 millions de logements pour faire habiter, pour dire droit à la ville et non pas droit au logement, c'est-à-dire s'émanciper. Et c'est un pays qui dit aujourd'hui, et c'est pour ça que nous sommes là-bas, qui dit venez avec nous expérimenter, c'est ça. Venez faire la recherche avec nous sur ce que c'est qu'habiter aujourd'hui, au XXIe siècle, compte tenu des grands enjeux qui nous concernent tous, les enjeux environnementaux, les enjeux civilisationnels. Venez travailler avec nous aujourd'hui au Venezuela. Voilà ma question. Jean-François, je vais quand même te laisser le mot de la fin, mais est-ce que tu aurais un message pour les gens qui nous regardent en France, en Suisse, en Belgique, au Canada, au Québec, en Afrique aussi, mais surtout là, le message est plus centré sur le monde occidental francophone, où le logement est aussi un problème. Et qu'est-ce que tu leur dirais sur cette expérience que tu connais bien au Venezuela ? Moi, depuis que je travaille en Amérique latine, on travaille très bien dans différents pays, mais je n'ai jamais rencontré des conditions, dans un contexte très difficile, des conditions aussi remarquables pour essayer d'inventer le mode d'habiter auquel on aspire tous pour s'émanciper collectivement. Je n'ai jamais rencontré à la fois des responsables politiques, des responsables populaires, des administratifs qui acceptaient de prendre des risques pour permettre à ce que s'inventent de nouvelles manières d'habiter. Et je pense, et c'est ce que nous faisons, en essayons de faire, c'est venez voir comment les choses se passent, vous verrez que c'est assez extraordinaire dans un contexte difficile, parce qu'on ne peut pas nier, ne soyons pas naïfs, c'est très difficile, mais avec une capacité à se mettre sur la table pour être analysé qui est remarquable. Je trouve, moi, c'est vraiment le lieu de l'innovation sur le plan architectural urbain que peu de pays au monde sont capables de pousser dans des politiques publiques. Super, merci Jean-François. Alors, si vous voulez répondre positivement à l'invitation de Jean-François, eh bien, écrivez-nous sur les réseaux sociaux, à travers le blog, vous avez tous les contacts, donc www.romainmigus.info, sur Facebook, sur Twitter. Envoyez-nous en message privé vos commentaires ou en message public d'ailleurs, il n'y a aucun problème là-dessus. Jean-François, merci beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'on se reverra sur… Très volontiers, je suis à votre disposition, que ce soit ici, que ce soit de l'autre côté à Caracas, pour vous montrer nos expériences particulières. Voilà.
Donc, Super, très bien. Et puis à vous, eh bien, écoutez, partagez cette vidéo et à bientôt. à bientôt.